Troisième jour des consultations pour la formation du prochain gouvernement. Vous suivrez dans ce journal les réactions des leaders des différents regroupements politiques au sortir de leurs échanges avec la première ministre. Et puis, afin de régulariser la production pétrolière du Nigeria qui est devenue instable, le gouvernement nigérian ambitionne de porter la production pétrolière à 1,7 million de barils par jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h30. Je l'ai dit en titre, troisième jour de consultation de la majorité parlementaire par la première ministre. Ce mardi 16 avril, Judith Souminois a poursuivi ses échanges avec les délégations des regroupements politiques composant l'Union sacrée pour la nation. Les échanges ont tourné autour des profils des animateurs du prochain gouvernement et des critères pour faire partie de cette institution. Je vous propose de suivre tour à tour Gentini Gobila, président de l'ACP, Fifi Masuka, coordonnatrice de A24 plus A25, et Lambert Osango, coprésident de 4AC. Ils sont au micro de Jojo Mulamba. La Première ministre nous a parlé des profils et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Il nous a donné des orientations pour s'y faire, c'est ce qu'on va faire. On a besoin pour nous de commencer à tout divulguer, mais tel qu'elle a donné des orientations assez claires quant à ça. Je pense que le problème de temps ne va pas s'opposer, dans la mesure où la Première ministre nous a donné un deadline, donc nous avons jusqu'à jeudi, donc nous avons pratiquement 48 heures pour remettre nos listes. Je pense qu'elle est en train de faire tout pour que ça puisse ne pas prendre beaucoup de temps. Nous savons tous que le pays est en proie à la guerre à l'Est et c'est ça la plus grande préoccupation pour la République. Il y a les familles, il y a nos compatriotes qui sont en train de mourir chaque jour et pour ça, je pense qu'elle met en tout cas les manœuvres en avant pour pouvoir arriver à sortir un gouvernement dans les laps de temps. Aussi, il y a le social de la population, il y a la construction de notre République qui, on ne va pas l'ignorer avec le programme de 145 territoires que nous allons nous amener aussi nos suggestions pour que nous puissions l'améliorer davantage parce que c'est un grand et beau programme que nous avons tous suivi qui améliore les conditions de vie de la population à partir de la base. Donc nous pensons qu'elle est en train de tout faire pour pouvoir avoir peu de temps et sortir le gouvernement dans un laps de temps. Et nous l'encourageons par rapport à ça. Que la Première ministre a beaucoup plus insisté pour ne pas tenir compte beaucoup plus d'abord du format du gouvernement ou du partage du gâteau, mais il faudrait tenir compte des compétences, il faudrait tenir compte de l'expérience. Et c'est un gouvernement qui ne peut pas échouer. Un gouvernement qui doit absolument le plus rapidement possible répondre aux attentes de la population. Et par ricochet, résoudre les soucis du chef de l'État qui tient absolument à ce que son mandat actuel puisse résoudre toutes les difficultés de la population. Donc nous disons que 4AC est prêt à l'accompagner dans cette lourde mission, mais ensemble, nous pensons que nous allons y arriver. Une brève dans ce journal, initialement prévue ce jeudi 18 avril 2024, l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été repoussée au samedi 20 avril prochain. D'après le calendrier réaménagé du lundi 15 avril 2024, la publication et affichage des listes définitives des candidats ainsi que la campagne électorale interviendront respectivement le mardi 16 et le jeudi 18 avril 2024. Ainsi, le samedi 20 avril, il y aura convocation de la plénière pour l'élection des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Installation séance tenante des membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
Et puis, la 8e édition de la Semaine française de Kinshasa se déroulera du 24 au 26 avril 2024 à Pullman Hotel sous le thème « Les leviers de la croissance en RDC ». L'annonce a été faite ce mardi 16 avril lors d'une conférence co-animée par ses organisateurs, parmi lesquels l'ambassade de France en RDC et la Chambre de commerce et industrie franco-congolaise. Plus de détails avec Domomat et Giscard Tamba. La Semaine française de Kinshasa, qui est un salon professionnel annuel, connaîtra cette année la participation d'une trentaine d'entreprises françaises. Cet événement prestigieux va offrir une plateforme unique aux participants pour, entre autres, rencontrer les décideurs économiques et établir des liens solides avec des partenaires potentiels. Il permet par ailleurs de découvrir au travers des stands les services, produits et savoir-faire et d'assister à des plénières et des ateliers thématiques animés par des experts ou des entrepreneurs de renom tels Georges Forest. La Semaine française s'inscrit dans la continuité du Forum économique de Kinshasa qui s'était déroulé le samedi 4 mars 2023, toujours au Pullman. Et 3 thèmes avaient été abordés, 3 tables rondes. La première portait sur la transition énergétique et les métaux critiques. La deuxième sur les enjeux de l'avenir et le numérique. Et le troisième sur la ville durable. Et donc ces 3 thèmes seront repris dans les conférences. Point d'orgue de la relation économique entre les deux pays pour les entrepreneurs, l'organisation de ces salons témoigne de la volonté de Paris et Kinshasa de consolider et d'intensifier leur coopération bilatérale, selon Bruno Aubert, ambassadeur français en RDC. C'est la manifestation d'une confiance forte de la France dans le potentiel économique de la RDC et la conviction partagée avec vous, je suis sensible à ce qui a été dit par Madame la conseillère technique de la cellule des affaires, qu'il faut travailler ensemble et sortir de la sempiternelle mention du potentiel pour parler vraiment de la mise en acte des opportunités. L'un des moments forts qui devrait marquer cette 8e édition de la Semaine française de Kinshasa sera sans doute le lancement de la communauté Afrique-France. Prenons en bref ce communiqué de la Banque centrale du Congo dont la copie est parvenue à la rédaction de Géopolis Télévision. La Banque centrale du Congo, institut d'émission de la République démocratique du Congo, a consacré dans le cadre de son budget de l'exercice 2024 des fonds afin de financer son projet de l'évaluation des terrains ainsi que des immeubles détenus par elle au pays comme à l'extérieur du pays. Les services au titre de ces contrats portent sur les prestations des consultants individuels chargés de réaliser l'expertise de ces immeubles et terrains à Kinshasa dans les entités provinciales et à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique. Les consultants intéressés peuvent obtenir les termes de référence et informations supplémentaires sur les 13 lots à la BCC, cellule de passation de marché, premier étage du bâtiment administratif de 9h à 11h, heure de Kinshasa. Et puis, stabilisation de la province de l'Ituri à travers son projet START évalué à 250 millions de dollars. La Banque mondiale apporte son appui financier à cette province pour le relèvement communautaire. Ce mardi 16 avril, le gouverneur militaire a échangé avec une délégation de cette institution de Bretton Woods. Les discussions ont porté spécifiquement sur la mise en œuvre de ce projet qui cible 3 provinces dont l'Ituri et le 2 Kivu. Suivez ces reportages de la presse militaire de l'Ituri. La Banque mondiale, avec son projet de stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, vient d'appuyer les efforts dans la pacification de l'Ituri par le lieutenant-général Lubuyonka Chamadjoni. Sous état de siège, elle offre des soulagements pour les commandants des opérations en Ituri qui se soucient au quotidien du bien-être de sa population. Toutes ces populations avaient besoin des projets parce qu'ils veulent rentrer au champ pour les agriculteurs. Les éleveurs veulent rentrer dans leurs fermes et il fallait des moyens. Mais pour accéder aux champs et aux fermes, il fallait encore organiser l'accès.
Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un ouf de soulagement. C'est une grande joie pour nous parce que eux, comme vous avez suivi, c'est le pragmatisme. Le vaste projet STAREST de la Banque mondiale cerne les provinces de l'Ituri, les Nord Kivu et les Sud Kivu, a dit Madame Brigitte Kapinga, chef de cette délégation monétaire. Comme vous le savez, les 3 provinces dans lesquelles le projet va évoluer, ce sont des provinces qui ont connu beaucoup de problèmes des groupes armés. Et parmi les groupes armés, il y a ceux qui se sont désarmés et ils sont rentrés dans les communautés. Et ces communautés-là qui ont été touchées directement d'une manière ou d'une autre avec les guerres, ils ont besoin de se relever. Et voilà pourquoi la quintessence de ces projets. Donc c'est de voir comment relever ces communautés. D'abord avec des activités génératrices de revenus. La réhabilitation de routes de dessertes agricoles qui va permettre à ce que la population puisse s'émouvoir dans de bonnes conditions. Et aussi dans le cadre de la construction et réhabilitation des infrastructures socio-économiques. 250 millions de dollars, c'est le montant alloué pour le relèvement communautaire des provinces ciblées. Le commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri promet que les territoires d'Ndjougou, Mahagim et Mambasa seront servis sans désemparés. Il y a des institutions et nous allons nous voir ensemble, nous allons discuter de l'opportunité. Et n'est-ce pas d'affecter ici autant de fonds et là-bas autant de fonds. L'autorité provinciale a profité de cette occasion pour inviter les Ituriens à s'acquitter de leurs devoirs civiques et créer ainsi un climat sécuritaire favorable pour la réussite de ces projets de stabilisation. La RDC fait-elle déjà face au dérèglement climatique? Pourquoi n'est-elle pas épargnée par le réchauffement climatique en tant que pays solution? La rédaction de Géopolis Télé a interrogé Luc Loutala, qui a dit ambassadeur du réseau mondial des éco-villages en RDC et qui a répondu à ces questions. Suivez. Les fortes chaleurs ainsi que les pluies qui s'abattent ce dernier temps sur la ville de Kinshasa et un peu plus loin, pas seulement sur la ville de Kinshasa, sur la RDC aussi, et sur une grande partie de l'Afrique sont effectivement les résultats du changement climatique. La couche d'ozone étant réduite laisse filtrer sur la planète Terre suffisamment de chaleur qui cause ce qu'on appelle les effets de changement climatique avec tout ce qu'il y a là-bas. Oui, de par ces ressources naturelles, de par ces cours d'eau, mais aussi de par les quantités énormes de minéraux qui jouent un rôle important dans la transition écologique. La RDC apparaît être un pays solution. Il faut mentionner aussi les tourbières énormes du bassin du Congo qui séquestrent énormément de tonnes de CO2. Et donc si l'on prend toutes ces ressources naturelles qui sont une contribution manifeste au changement climatique, on peut effectivement dire que la RDC est un des pays solutions au changement climatique. Mais en même temps, tout ce qu'on a cité, les tourbières, les cours d'eau et consorts, n'épargne pas, n'est pas un atout pour être épargné. Mais on doit comprendre que ces atouts-là, le fait de séquestrer le CO2 alors qu'il y en a d'autres qui les émettent, fait que la RDC, évidemment, contribue à l'équilibre. Mais le fait de contribuer à l'équilibre ne veut pas dire que la RDC va être épargnée. On peut retenir en gros que les inondations et les chaleurs sont les effets de changement climatique. Mais en même temps, si on regarde les inondations à Kinshasa pendant les pluies, il faut aller sur les causes humaines et sur les causes environnementales, qui sont notamment les caniveaux qui sont bouchés à cause du mauvais entretien, de leur mauvais entretien. Et notamment, on a vu le phénomène de plastique qui sont symptomatiques de la mauvaise gestion de notre environnement et donc de la faiblesse des politiques d'assainissement des villes. Notre suggestion pour éviter les inondations à Kinshasa serait d'avoir premièrement une politique environnementale au niveau de la ville-province,
Deuxièmement, faire des actions qui aillent dans ce qu'on appelle la collective action, et nous préconisons ce qu'on appelle les écoquartiers. Ça veut dire responsabiliser les habitants de chaque quartier à la base, les organiser en brigade d'assainissement, en brigade de maintien de l'environnement, et donc de telles politiques sont les seules capables de nous permettre de relever le défi que nous vivons aujourd'hui. Et puis en sport, l'AS Vita Club a vu sa suspension l'interdisant des recrutés être levée par la Fédération internationale de football, la FIFA, et ont jugé cette période qui courait jusqu'au 31 janvier 2024 dernier. Le club vert et noir de la capitale congolaise peut à l'heure actuelle signer des contrats mais ne peut pas enregistrer des nouveaux joueurs avant la nouvelle période de transfert qui débute le 1er juillet prochain. Lescuzola nous en dit plus. Bonne nouvelle pour le Dauphin Noir. Interdit des transferts par la Fédération internationale de football association depuis le mois d'août 2023, VEC Club peut de nouveau recruter. En effet, la sanction a été levée par la FIFA, selon un communiqué de presse du club de la capitale publié à travers ses canaux de communication. Le club moscovite a été officiellement notifié par la FIFA via son avocat, maître Jean-Samuel Lebas, de la levée de suspension lui interdisant d'enregistrer de nouveaux joueurs pour une période qui courait jusqu'au 31 janvier 2024 dernier. Vita peut désormais recruter, mais ne peut pas enregistrer de nouveaux joueurs avant le prochain mercato qui débute le 1er juillet, met-on lire sur les communiqués. La FIFA avait sanctionné l'AS VEC Club le 16 mars 2023 à la suite de son litige avec son ancien joueur Ismaïla Diarra pour résiliation de contrat sans raison valable. Et malgré cette nouvelle mesure, le club vert et noir de Kinshasa ne pourra pas enregistrer ce nouvel recrue pour la saison en cours. Il devra donc attendre le prochain mercato qui débute le 1er juillet pour enregistrer ce nouveau joueur. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à présent à la page internationale. Je l'avais dit en titre, tout au long du premier trimestre 2024, la production pétrolière du Nigeria a été globalement instable malgré les efforts des autorités pour en optimiser le rendement afin de régulariser la situation. Le gouvernement nigérian ambitionne de porter la production pétrolière du pays à 1,7 million de barils par jour. Suivez. S'exprimant samedi 13 avril 2024 sur la dynamique de production du pétrole du Nigeria, le ministre d'État au pétrole, Heineken Lokpobiri, a indiqué l'ambition du gouvernement fédéral de porter la production pétrolière du pays à 1,7 million de barils par jour à court terme. L'État sort du premier trimestre 2024 où l'évolution de la production de brut a été globalement instable, avec en moyenne 1,64 million de barils par jour en janvier 2024, 1,32 million de barils par jour en février et à 1,23 million en mars 2024. Alors que la production de brut du plus grand pays pétrolier d'Afrique a continuellement baissé en raison notamment des problèmes liés à l'éoduc Transniger, le ministre Lokpobiri compte sur un inversement de la situation. Le gouvernement travaille à optimiser les rendements de tous les puits à l'échelle fédérale en vue d'augmenter la rente pétrolière qui finance encore une part importante du budget de l'État malgré les plans de diversification de l'économie. Il faut souligner qu'en décembre 2023, l'OPEP a réduit le quota de production du Nigeria qui est passé d'environ 1,8 million de barils par jour à 1,5 million. L'incapacité du pays à atteindre ce quota de production affecte ses revenus pétroliers alors que les prix du brut frôlent les $90 le baril pour le budget fixé sur la base d'un prix du baril à $77. La mesure que l'OPEP a prise, c'est une bonne chose dans la mesure où ça devait permettre aux pays qui sont producteurs de pétrole d'avoir des niveaux de prix qui sont relativement intéressants pour leur économie. Mais le Nigeria, étant dans des difficultés économiques, ne serait pas en mesure. Par ailleurs, le gouvernement nigérien avait pris des mesures pour stimuler l'investissement dans le secteur pétrogazier.
Dans l'ensemble, ces mesures modifient la législation en vigueur pour introduire les incitations fiscales concernant les projets gaziers sans brut associés, le secteur intermédiaire et les activités pétrogazières en eau profonde. Et puis le Ghana n'a pas réussi à conclure un accord avec des détenteurs d'obligations internationales pour restructurer 13 milliards de dollars d'obligations internationales, a annoncé lundi 15 avril 2024 le gouvernement ghanéen. Ce refus constitue un revers dans les efforts de ce pays à surmonter les défauts de paiement et les défis économiques. Les tentatives du Ghana pour restructurer sa dette de 13 milliards de dollars auprès des détenteurs d'obligations internationales se sont soldées par un échec. C'est ce qu'a annoncé lundi 15 avril 2024 le gouvernement ghanéen. Une situation qui entrave ses efforts pour sortir du défaut de paiement et de la crise économique selon un rapport. Une dette de 13 milliards de dollars ne peut pas être complètement restructurée en une fois. Je pense qu'il faut procéder par étapes. Parce que sans procéder par étapes, on aura des coûts financiers énormes et on ne pourra pas avoir la capacité de respecter les nouveaux engagements. Moi, je proposerais 3 étapes. La première étape serait de recapitaliser la dette. Donc, avec les partenaires au développement, avec les acquéreurs des obligations, il faudrait recapitaliser la dette et renégocier les termes de cette dette au niveau des intérêts. En décembre 2022, le Ghana a connu l'une de ses pires récessions économiques car le pays n'a pas pu honorer la majeure partie de sa dette extérieure qui s'élève à 30 milliards de dollars. Le pays a depuis été exclu des marchés de capitaux internationaux et a désormais recours au marché national des bons du Trésor pour emprunter. Le Ghana, qui fait actuellement l'objet d'un 17e programme de sauvetage du FMI, a conclu le 13 avril 2024 un accord au niveau des services du FMI sur une deuxième revue qui ouvrira la voie à une 3e tranche des fonds de sauvetage de 360 millions de dollars. Je pense que ces créanciers refusent de restructurer vu la situation peut-être économique un peu délicate auquel est confronté le Ghana avec une croissance qui est en morose et puis des indicateurs économiques notamment au niveau du déficit et de la dette publique qui doivent expliquer le fait que ces créanciers ne souhaitent pas prolonger ces emprunts-là. Le Ghana vise à réduire 10,5 milliards de dollars ses remboursements de dettes extérieures et ses coûts d'intérêt dus entre 2023 et 2026. Le ministre des Finances Mohamed Amin Adam s'est dit confiant quant à la possibilité de parvenir à un accord sans préciser le calendrier. Le FMI a souligné la nécessité de progresser dans des négociations avec des obligataires lors de sa deuxième revue du programme de prêt de 3 milliards de dollars avec le Ghana. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons faire la lecture des différents journaux qui ont paru aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Place à la revue de presse. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Mesdames et messieurs, ouvrons cette session d'information avec une information judiciaire, contentieux des législatives nationales, le verdict sur les erreurs matérielles attendu ce 18 avril 2024, dont note le journal La Machette. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de correction des erreurs matérielles liées à ces arrêts invalidants, certains députés nationaux proclamés par la CENI a clôturé ce lundi 15 avril 2024 ces audiences. Plus de 130 dossiers étaient inscrits à l'ordre du jour dans une chambre unique. Tous les dossiers initiés contre la Commission électorale nationale indépendante ont été déclarés non fondés et irrécevables. Lutte contre la cyberviolence verbale en ligne, Patrick Mouyaya promet son accompagnement au réseau Politiscope. Déterminé à promouvoir un débat sain et constructif et combattre la désinformation, Patrick Mouyaya a promis à ses convives son accompagnement indéfectible, note le journal La Prospérité.
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté à la messe des commémorations de la mort de Monseigneur Gérard Moulumba, écrit le journal Le Quotidien d'information générale poursuit ce lundi en la paroisse Notre-Dame de Fatima. Le président Félix Tshisekedi a pris part à la messe des commémorations du 4e anniversaire de la mort de Monseigneur Gérard Moulumba, décédé le 15 avril 2020. Le chef de l'État était entouré des proches parents, des officiels ainsi que de nombreuses autres personnalités, poursuit le journal. La référence, quant à lui, écrit sur les tractations autour de la formation du gouvernement souminois, prendre toujours les mêmes et repartir, note le journal dans son édito. Mais aujourd'hui, bientôt 100 jours après sa prestation de serment, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo n'a pas encore un gouvernement responsable devant mettre en exécution sa grande vision à travers les 16 piliers énoncés lors de son discours d'investiture à la face du monde. Cette situation est incompréhensible pour les Congolais lambda qui ne jurent que par l'avènement sans délai d'un gouvernement alors qu'une première ministre en la personne de Madame Judith Suminwa Tuluka a déjà été nommée. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, c'était tout pour ce soir. Place au rappel des titres. Troisième jour de consultation pour la formation du prochain gouvernement. Vous avez suivi les réactions des différents leaders des regroupements politiques au sortir de leurs échanges avec la première ministre. Et puis, afin de régulariser la production pétrolière du Nigeria qui est devenue instable, le gouvernement nigérian ambitionne de porter la production pétrolière à 1,7 million de barils par jour. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.